Coucou toi, et bienvenue dans Le Canap, le podcast des personnes aussi inspirantes que fabuleuses. Cette semaine, je viens te présenter Jade, une personne hyper inspirante que j'ai rencontrée cette année. Avec Jade, on a parlé de son rapport à sa fratrie, de son rapport au féminisme ou encore de son année de prépa, et de tout ce que ça lui a apporté. Je t'invite à venir suivre Le Canap sur toutes les plateformes sur lesquelles il est disponible, ainsi que sur Instagram et sur YouTube. Tes messages me font vraiment plaisir et me poussent à continuer ce projet qui me tient à cœur. En attendant le prochain épisode, je te souhaite une très bonne écoute. La première question que j'ai envie de te poser, tu rigoles parce que tu la connais. Je me suis préparée. C'est bien. Non, nous ne sommes pas du tout des politiques. C'est quel est le plus vieux souvenir que tu as de toi-même? Alors du coup, j'ai eu le temps d'y réfléchir, mais je me suis dit, mais... Attends, parle bien proche du micro. C'est bon comme ça? Très bien. Ok. Du coup, j'ai eu le temps d'y réfléchir, mais je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas. Donc, enfin, j'en ai beaucoup. Des fois, j'ai du mal à savoir si le souvenir est réel ou si je me le suis reconstruit. Donc, moi, je dirais que c'est quand mes parents nous ont laissés avec ma tante pour aller chercher ma petite sœur, parce que mes deux petites sœurs sont adoptées. Donc, ils sont allés jusqu'à Toulouse. Donc, ils ont fait beaucoup de routes de Bretagne jusqu'à Toulouse pour aller chercher ma petite sœur. Donc, et ce que je me souviens surtout, c'est quand ils sont rentrés avec elle dans les bras. Et ça a été un peu le nouveau bébé, le nouveau jouet de la famille, quoi. Donc, je crois que c'est celui-là le plus ancien. Et t'avais quel âge, toi? Alors, ma petite sœur a 15 ans. J'en ai 19, donc j'en avais 4, quoi. T'étais toute seule? T'avais pas de frères et sœurs avant? Si, j'ai beaucoup de sœurs. J'ai que des sœurs. J'ai deux petites sœurs, du coup. Mes deux petites sœurs sont adoptées et j'ai 3 grandes sœurs. D'accord, ok, donc ça fait que vous êtes... 6, on est 6. C'est comment de vivre à 6? C'est génial, franchement c'est très très bien. Parfois ça se dispute, ça crie, ça cherche à se tuer, je rigole. Mais c'est vraiment une super expérience. Franchement c'est la collectivité, hein, mais c'est bien de vivre seule aussi. Enfin, du coup j'aurais pu apprendre un peu plus à vivre seule, même si je vis avec mon copain quand je suis venue ici. Mais c'est un peu un déchirement, quoi. Mais parce que ça fait, c'est mes sœurs, donc c'est vraiment toute ma vie, mais c'est bien, mais ça a ses petits défauts, quoi. Oui. Mais non, c'est bien, on sort ensemble, on part en soirée ensemble, on se parle de tout, et on est très soudés les unes envers les autres, même si des fois, entre deux sœurs, ça peut coincer. Il y a toujours, s'il y a un problème, on est toujours là les unes pour les autres, quoi. Donc, c'est... Parce que les étendues d'âge, c'est donc la première a combien d'âge différents avec la Alors, dernière? elle vient d'avoir 30 ans, la première. Donc, la dernière a eu 11 ans. Donc, il y a... presque 20 ans d'écart. Ouais. Presque 20 ans d'écart, ouais. Ah ouais, ça devait être... c'est beaucoup. Après, du coup, là, mes parents, ils vivent plus qu'avec mes deux petites sœurs à la maison. Mais moi, j'ai connu l'époque où ma grande sœur vivait encore avec nous à ses 18 ans. Donc, quand tu les vois toutes partir les unes après les autres, c'est compliqué aussi. Mais bon, on se retrouve toutes au final au bout d'un moment. Donc, c'est ça qui est beau aussi, quoi. Tu te souviens de la fois où ta grande sœur est partie? Ouais, parce que ce que je me souviens surtout, ça a été un peu compliqué quand ma grande sœur est partie, parce que elle est partie 18 ans, j'ai envie de quitter papa et maman, donc ça criait un peu, mais bon, étonnamment ma grande sœur est très très proche de mes parents, tous les midis elle va manger chez mes parents, elle est là tous les midis, donc elle voulait très vite partir, mais elle est quand même très vite revenue, quoi, donc mais je me suis souvenu de ça parce que ça a été la dispute pour savoir qui allait récupérer sa chambre parce que c'était la plus grande, donc elle avait la plus grande chambre. Donc on était toutes là, non c'est moi. Au final, c'est une autre de mes sœurs qui a récupéré sa chambre, c'était pas moi. Mais c'est un peu la loi du plus fort, hein, chez nous. Mais donc je me souviens, ça a été un peu compliqué pour ma mère. C'était la première qui partait et un peu compliqué pour ma sœur aussi, mais au final c'était compliqué, mais pour mieux se retrouver. Donc voilà. Et toi, c'est quoi ta place au milieu de cette fratrie? C'est parfois très compliqué parce que, en plus d'être nombreuses, mes sœurs font des grosses études. Donc, ma très grande sœur, elle n'a pas fait beaucoup d'études, mais elle a 4 enfants déjà. Elle a un travail très stable. Elle travaille elle est AVS, auprès de personnes en situation de handicap. Voilà. Ensuite, mon autre sœur est en 6e année de médecine. Celle d'après est à Sciences Po, en 4e année.
Après, il y a moi. Et après, il y a mes deux petites sœurs qui ont été adoptées et qui sont toutes les deux dites à particularité. Donc, elles ont toutes les deux été adoptées parce qu'elles étaient dites handicapées. Et du coup, j'étais un peu là, bon, salut, moi c'est Jade. Donc, j'étais un peu. Là, j'ai eu vraiment du mal à trouver ma place. Mais au final, je trouve que personnellement, j'ai eu du mal à la trouver. Mais mes sœurs et mes parents ont fait, je sais pas comment l'expliquer, mais ont vraiment réussi à me la redonner ma place. Enfin, je sais pas si tu vois, Ils mais. t'ont pas mis la pression en Non, disant pas du tout, justement, mais c'était plus moi qui me la mettais plutôt que mes parents, tu vois, ils étaient là, mais arrête si tu veux arrêter ça, fais ça si tu veux faire ça. Mais moi j'étais, ah, bah, je sais plus quoi faire, tu vois, genre j'étais. Mais au final, ouais, c'était plus moi qui ne trouvais pas ma place, mais alors qu'on me l'accordait, je sais pas si tu vois. Ouais, ouais, je vois. Mais du coup, ça a été un peu compliqué. Mais au final, là, c'est bon, je pense que ma place, je l'ai euh, parmi toutes ces filles. Qu'est-ce qui a fait? C'était quoi l'élément déclencheur où tu te dis non, mais c'est bon, je l'ai ma place? L'élément déclencheur, ça a été. Je pense que c'est surtout dans les moments de dispute. Enfin, ça peut être con, hein, dit comme ça, mais bah, on se dispute souvent, hein, mais bon, des fois, il y a des plus grosses disputes que d'autres. Et c'est. Un jour, mon père, il m'a dit en fait, toi, Jade, t'es un peu celle qui relie toutes les sœurs entre elles. Et là, j'ai regardé, j'étais très émue. Déjà, j'étais, bah, merci. Et bah, c'est vrai que je me suis dit. C'est pas faux, parce que mes deux grandes sœurs ont eu pas mal de différents. Et du coup, c'est vrai que bah, quand j'étais là, il y a toujours eu une certaine cohésion, une unité, tu vois. Et du coup, je pense que c'est le fait d'être un peu la colle encore plus forte, parce qu'on est quand même très unis, mais c'est vrai que bah, quand mon père m'avait dit ça, ça m'avait fait un peu tilt. Je me suis dit, bah, c'est vrai qu'il a pas tort, quoi. Et rien que hier, mes sœurs publiaient une photo sur Facebook. Jade, tu nous manques, on t'attend toutes les trois, alors qu'il y a une certaine époque où je sais qu'elles auraient peut-être pas été en photo toutes les trois, quoi, tu vois. Donc là-dessus, je suis un peu fière, quoi. Parce que, enfin, alors moi je sais que c'est un truc, c'est une place qu'on m'a donnée aussi dans ma famille, mais moi ça me mettait trop de pression. Donc est-ce que t'as, tu as ressenti une pression à être l'élément unificateur? Bah, pas dans l'immédiat. Enfin, non, parce qu'en fait, j'étais plus contente qu'on m'accorde une place, tu vois, que je cherchais en fait moi au final. Donc j'étais plus contente qu'on me dise tiens toi tu es ça. En fait j'aime bien qu'on me dise vers où faut que j'aille, vers où faut que enfin, ce que je dois faire. Même enfin dans une certaine mesure parce que bon l'autorité des fois c'est un peu dur pour moi. Mais qu'on me dise ouais toi tu es un peu ça, j'étais bah yes. Ok, j'ai trouvé ma place, c'est cool, je suis celle-là. Et voilà, du coup, moi, j'avais tenu dans la tête, ok, je suis la petite colle. J'étais là. Vraiment, c'était un peu ça. Donc, la pression, non. À ce sujet-là, non, je l'ai pas eu. D'accord. Du coup, quel sujet tu l'as eu? Les études. euh, Parce que, bah, même si j'ai fait un an de prépa l'année dernière, pour moi, cette année de prépa, ça a été plus. Moi, je suis allée en prépa pour aller en prépa, quoi. C'était là, bon, bah. Je suis pas, j'étais pas prise à Lannion, donc je me suis dit, bon, bah, je vais aller en prépa. Et puis, parce qu'on m'avait dit, ouais, la prépa, ça peut être cool. Déjà, ma prof principale m'avait dit, pourquoi tu mettrais pas une prépa? Je fais, bah oui, pourquoi pas? Sur un coup de chance, ça peut passer. Et on rigolait toutes les deux. Et au final, bah, j'étais prise en prépa, je suis allée en prépa. J'ai validé mon année de prépa. Mais c'était pas, tu vois, c'était pas. Pour moi, c'était pas, ah, la prépa. Ah, c'est glorifiant et tout. Non, c'était juste moi une année un peu. J'ai toujours dit quand j'étais en prépa, c'est un peu une année sabbatique, option prépa, quoi, tu vois. J'ai toujours dit ça. Et on était beaucoup dans ma classe dans ce cas-là. Et du coup, moi, enfin, ça a pas été une année très glorieuse et tout. Et puis, bon, là, on est en journalisme, mais bah, pour moi, enfin, tu vois, même si tu vois, il y a quand même une sacrée sélection à l'entrée et tout, pour moi, mes sœurs, elles faisaient toujours mieux, tu vois. Elles ont tous les deux une année d'avance. Ma sœur, qui est en médecine, a fini deuxième au concours d'entrée. Ma sœur à Sciences Po est rentrée sur dossier. Donc, tu vois, c'est quand même des grosses têtes, quoi. Même si elles sont très humbles et très humbles, pardon. Et si elles, tu vois, elles ont quand même beaucoup les pieds sur terre. Mais pour moi, ça a été dur. Et la pression, je me la suis beaucoup mise par rapport à ça, quoi, tu vois. Par rapport au fait que, ah ouais, mes sœurs, elles font ça. Et moi, au final, qu'est-ce que je fais, tu vois? Parce que j'ai toujours été un peu tu vois, bah,
certes, j'étais la colle dans le groupe, mais j'étais aussi un peu le fou du roi, quoi. Vraiment, j'étais la petite comique, le bout en train. Vraiment, on m'a toujours donné ce rôle-là, ce statut-là, que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie encore. De la fille qui fait rire, tu vois. Mais moi, je cherchais plus une reconnaissance au niveau des études, tu vois, et que je trouvais pas moi-même. Et du coup, c'est pour ça que je me mettais beaucoup la pression. Ouais, moi, je vais faire quoi après? Moi, je vais faire quoi derrière? Et moi, je fais quoi comme études? Et moi, j'ai quelle place, tu vois, au niveau de la hiérarchie, en mode, ouais, ma soeur fait médecine, c'est très bien, ma soeur fait Sciences Po, c'est très bien. Et moi, tu vois, j'étais un peu. La pression, elle était là, Oui. pour les études. Parce que les études, ça se passait comment? C'est-à-dire ton rapport à l'école, depuis l'école primaire hors maternelle, en fait. Ton entrée à l'école, ça s'est passé comment? Moi, on est entré à l'école très bien. Jade est très bavarde, Jade rigole beaucoup. Bon, je travaillais bien, vraiment. Enfin, j'ai toujours été une élève lambda. Enfin, tu vois, je travaillais bien. Il y a juste eu des petits problèmes. Enfin, au niveau de l'autorité des profs, j'ai eu un peu de mal. À partir du moment où je suis rentrée au collège, non, à partir de la quatrième, mes parents étaient convoqués à chaque fin d'année parce que Jeanne est un peu insolente. Alors que pour moi, c'était pas du tout l'insolence. Les profs, ils me disaient ça, mais moi, j'étais un peu. Tu vois, je leur riais un peu au nez, tu sais, j'avais ce statut. Ah, elle est drôle, elle est machin. Donc moi, tu vois, j'avais la même attitude que j'avais envers ma famille, que j'avais envers les profs. Donc ça passait pas toujours, voire jamais. Non, mais en fait, il y avait deux catégories de profs. Il y avait soit ceux qui m'aimaient bien, qui m'adoraient même, soit ceux qui me détestaient, tu vois. Et. Et du coup, voilà, par rapport à ça, j'ai été ouais, convoquée pas mal de fois. Ouais, moi, j'étais un peu insolente et tout, mais moi, je disais à mes parents, mais non, c'est pas moi, c'est les profs, c'est de leur faute à eux et tout. Au final, au bout de 3 4 fois, ils se sont dit, Bojot, c'était de ta faute un peu à toi. Je fais, mais non, je crois pas, non, et tout. Mais ouais, ça a été compliqué un peu par rapport à la figure d'autorité que certains profs pouvaient se promulguer d'avoir, que moi, j'acceptais pas trop, tu vois. Pour moi, c'était. Enfin, un prof, c'est un prof, il est là pour t'apprendre, il est pas là pour être là en train de te rabaisser ou des trucs comme ça, tu vois. Moi, c'était plus des trucs comme ça. Et puis, les inégalités, enfin, tout ce qui est. Ouais, c'est ça. Discrimination, inégalité, j'aime pas. Il y avait certains profs qui étaient un peu dans cette optique-là. Et moi, en fait, je le disais, j'ai un peu la tête de grosse gueule aussi, tu vois, dans ma famille et même auprès de mes proches, de mes amis et tout. Dans ma Bretagne, j'ai un peu ce rôle-là de grande gueule et peut-être même à défaut, tu vois, parce que il y a des fois où j'ai dit les choses et où c'est pas passé auprès des profs parce que je le disais d'une certaine manière. J'ai une manière de parler un peu quand je m'énerve, un peu agressive, donc ça passait pas. Donc je me suis fait plusieurs fois convoquer pour insolence. En terminale, petite anecdote, j'ai même été virée 3 semaines avant le bac de philo parce que j'avais ouvert une fenêtre alors que la prof m'avait dit de pas l'ouvrir. Donc, mais on avait du mal l'une envers l'autre. Et donc, du coup, j'ai été virée de cours 3 semaines avant le bac. Mais voilà, enfin, tu vois, c'était des trucs. Quand on me dit non, j'aime bien faire comme bon me semble, quoi. Donc, Oui, puis qui finalement n'ont pas forcément entaché ta scolarité parce que t'es arrivé en prépa, t'as validé ton année en oui, prépa. voilà, c'est ça. Maintenant, C'était pas au niveau scolaire, c'était plus au niveau Ouais. relationnel avec ce qui pouvait être apparenté à une figure d'autorité, quoi. C'était plus ça mon problème, tu vois. Du coup, si ça se passait pas top avec tes profs, comment ça se passait avec les autres élèves? Côté relationnel, c'était vraiment super. Non, vraiment, j'ai tout de suite été bien intégrée. Un peu comme auprès de ma famille, j'avais un peu le rôle de la fille qui faisait rire. Surtout que, bon, vu qu'il y avait des problèmes avec les profs, on était un peu là, ouais, Jade, allez, vas-y et tout. Alors qu'au final, moi, c'était pas du tout mon but, tu vois, d'être là. Mais non, je me suis toujours fait bien intégrer par un peu la majorité de la classe, tu vois. Donc. Donc non, c'est toujours bien passé, même l'année dernière, c'était mieux l'année dernière, parce que c'était vraiment des vrais amis, quoi. Enfin, c'est moi des personnes que je garderai comme amis, j'espère, très longtemps. Et du coup, on était un plus gros groupe, et il y avait plus de diversité et d'approches différentes mentales. Je sais pas si tu vois, Ouais. c'est pas très clair, pas très clair ce que Le je dis. truc, c'est que quand tu rentres dans le post-bac, c'est que t'as des gens qui sont très différents de ce que t'as vécu avant. Exactement, Quoi. exactement. Donc, Là, il y avait bien plus de personnes différentes, de mentalités différentes, de physiques différents. Ça allait de personnes qui portaient des dreads à des personnes qui portaient des costumes. Enfin, tu vois, c'était de tous horizons. Et c'est ça qui faisait la force de notre prépa, je pense, et la force de l'amitié aussi. C'était vraiment super. Au niveau relationnel, c'était une super année l'année dernière et mieux que les autres. Et vraiment, des amis que je garderai, j'espère, très longtemps. tu en ressors comment de cette année de prépa?
À quel niveau? Tous, en général. Alors, je suis sortie de cette année de prépa, très épuisée physiquement. J'ai perdu presque 15 kilos en une année. Parce que pour plein de raisons, parce que j'étais en internat, donc on avait des heures de repas régulières, chronométrées, tu vois, enfin genre on ne pouvait pas rester très longtemps manger, enfin tu vois, tout était très très cadré. J'avais vraiment un cadre pour le coup alimentaire. Et parce que bah, il y a des fois où tu te réveilles, ouais, t'as pas le temps de manger parce qu'il faut que tu ailles finir un DM pour l'après-midi, des trucs comme ça. Mais bon, ça m'a pas, moi ça m'a plutôt aidé. J'étais wouhou, je rentre dans mon nouveau pantalon. Donc bon voilà, donc c'était pas. Mais mes parents se sont inquiétés parce ils me voyaient revenir tous les week-ends de plus en plus amaigrie. Même si je suis pas très maigre, mais ça faisait quand même un choc par rapport à mon physique d'avant. Et mentalement aussi, je suis sortie très épuisée parce que c'est très fatigant. C'est du travail, vraiment acharné. En plus, j'avais un mauvais rythme de travail, moi, parce que j'avais des DM à faire, mais des fois, je m'y prenais très tard. Donc, ça m'arrivait de me réveiller à 4 heures du matin pour finir le DM, travailler jusqu'à 7-8 heures. Donc, du coup, je faisais des nuits de taré, quoi. Enfin, mais au final, personnellement, j'en suis ressortie très contente. Enfin, c'était une super année. Et professionnellement, enfin, niveau travail et tout, enfin, moi, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai appris à faire plein de trucs, à me débrouiller par moi-même, à réfléchir. J'aimais beaucoup parce que j'avais ma prof de français qui me disait on vous offre du temps pour réfléchir lors des concours, donc profitez-en. Et c'est vrai que j'ai gardé cette phrase et je pense qu'on l'a tous gardée parce que ça nous avait tous marqué. C'est vrai que je pense que c'est une très bonne école, hein, la prépa, hein, c'est très dur, mais ça te forme vraiment à beaucoup de choses et notamment à la réflexion et surtout en lettres. Je pense que t'as plus un large horizon, tu vois, pour réfléchir, pour écrire, pour penser. Et ça, c'était super parce que c'est vraiment des. Et j'avais des profs qui étaient très ouverts aux réponses qu'on pouvait proposer à l'écrit, quoi, tu vois. Donc, notamment prof de français qui nous disait il n'y a pas de mauvaise réponse et on avait tous relativement des bonnes notes par rapport aux notes de la prépa, tu vois, quand on répondait à des sujets qui étaient un peu euh, tirés par les cheveux. Donc voilà, donc ouais, niveau au travail, ça m'a beaucoup aidé et je suis très contente d'avoir fait une année de prépa. Niveau perso aussi, mais niveau moi, je suis très contente d'avoir fait une année de prépa, mais non, non, parce que j'allais dire si j'avais pu ne pas la faire, je l'aurais pas faite, mais non, finalement non. Non, non, je suis très contente de l'avoir faite. Donc, mais j'en suis sortie très fatiguée, par contre. Pendant les 2 mois d'été, ça a été lourd. Oui, et puis t'as été contente de l'avoir faite, mais tu es pas retournée, quoi. Donc, Non, voilà, voilà, exactement. Si je suis là aujourd'hui pour vous parler, c'est que je ne suis pas en prépa. Non, non, mais ouais, je suis pas retournée parce que les cours, c'était bien, hein, c'était intéressant, mais c'était pas pour moi, quoi, tu vois. C'était des trucs, apprendre le nom des papes par cœur, on en finissait fou, quoi. Vraiment, on était prêtes, on est beaucoup, hein, il y en a très peu dans ma prépa qui ont continué en Cagne. Enfin, on est beaucoup à avoir arrêté, du coup, on a été beaucoup à être dispatchés aux 4 coins de la France. Il y en a quand même, je pense, sur une classe de 40, il y en a peut-être la moitié qui sont allés en Cagne quand même, mais c'est pas beaucoup, tu vois. En fait, dans ma prépa, faut savoir qu'il y avait il y avait qu'une hypocagne dans le lycée, en fait, il y avait pas de Cagne après. Donc, enfin, ça ouvrait plus l'horizon. Enfin, on était plus tenté d'aller de changer de, de de voix. voie, d'orientation. Et du coup, on était nombreux à changer d'orientation par la suite. Et puis le programme, bah, c'était super intéressant. Enfin, la Grèce antique, tout ça, c'est super. Quand tu dois passer 5 ou 6 heures dessus, après à disserter dessus, tu trouves ça vraiment bien. Non, en vrai, c'est intéressant, mais c'était pas pour moi. Enfin, j'ai appris plein de trucs, mais que je n'oublierai pas, je pense, parce que c'est des trucs qu'on nous a rabâchés, mais je souhaitais pas faire de canine, non. Oui. C'est parce que t'es rentré en te disant j'ai une idée du métier que je veux faire, je sais pas si ça m'y arrivera, mais j'ai une idée, ou t'avais zéro idée en rentrant, enfin en sortant de ton bac en fait. Est-ce que t'avais une idée de toi plus tard? Ouais, bah moi je voulais faire du journalisme déjà. J'ai rencontré le rédacteur en chef du Télégramme en 2017, alors je crois que j'étais encore en première, non, je crois que c'était au milieu de ma terminale, mais un peu début, milieu, tu vois, qui m'a dit ouais, mais pourquoi
franchement, c'est bien de faire une prépa et tout, même si après tu veux aller faire un IUT, c'est bien de faire une prépa et tout. Donc j'avais cette idée-là en tête, mais très très loin dans ma tête, tu vois. Après, comme je t'ai dit, ma prof principale m'a dit, ouais, pourquoi pas faire une prépa? Je lui ai dit, oh, bah si tu le dis, ça pourrait être marrant et tout. Sur un malentendu, ça peut passer. Et au final, donc sur Parcoursup, première année de Parcoursup, tu as connu ça aussi. J'avais mis les IUT, les trois. Donc, donc j'ai été convoquée à l'oral à Lannion, j'y suis allée. Sauf que j'ai fini deuxième sur les d'attente tout l'été. Donc deuxième, j'étais là, j'en pleurais hein, vraiment, j'étais là, merde. Et à une époque, non c'était genre, je crois que c'était milieu juin ou non milieu juin je crois. J'étais prise et à Quimper donc en prépa et à Vichy donc en ICJ quoi, en journalisme. Et Vichy, je sortais du bac, Vichy c'était un peu loin. Et puis la prépa c'était pas si mal. Et du coup, mes parents m'ont dit, ouais, franchement, la prépa ça peut être bien, hein, franchement, ça peut être bénéfique. Vichy c'est un peu loin, tu retenteras Lannion l'année prochaine. Puis moi je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et du coup, je suis allée en prépa. Et au final, je suis quand même. Mais j'ai regretté d'avoir choisi prépa. J'ai appelé jusqu'à fin août. J'ai appelé ici, j'ai appelé Vichy. J'aurais dit, ouais, je crois que je me suis trompée. Est-ce que je peux faire marche arrière? Est-ce que je peux revenir à Vichy et tout? Ils m'ont dit, bah non, vous avez accepté votre autre choix. Mais si, ils m'ont dit, si vous êtes prise cette année, c'est que vous avez beaucoup de chance d'être prise l'année prochaine. Donc j'avais gardé ça dans mon coin de ma tête. Et j'ai retenté et j'ai été prise directement à Vichy cette année, quoi. Donc voilà. Et le journalisme, ça vient d'où? Ça prend ses racines où? Alors franchement, je ne sais pas trop. C'est un peu... En fait, mon père, quand il était jeune, alors ça date, hein, mais quand vraiment en petit boulot, tu sais, d'été, des trucs comme ça, pour financer ses études, il gardait les rotatives de Ouest France la nuit. Alors, donc il nous en a souvent parlé de l'odeur de l'encre, de machin, c'est des trucs qui reviennent souvent à la maison. Et ma mère a été présentatrice météo sur France 3 Bretagne pendant ses jeunes années également, pendant pas mal de temps. Et du coup, ça a été des trucs qu'on a regardé, tu vois, on regardait ça, c'était des cassettes, tu vois, on regardait ça, on mettait ça dans le magnéto, ça tournait et tout. Et puis c'était des scènes super drôles, quoi. Donc on a regardé ça et ça a été toujours dans ma tête et tout. Et puis je sais pas, je me suis dit, en seconde, je crois, en troisième ou en seconde, je ne sais plus, je me suis dit, franchement, j'aimerais trop faire de la radio. Tu vois, c'est sorti un peu comme ça. Je sais pas, on écoute beaucoup la radio et tout. Mes parents écoutaient beaucoup la radio à cette époque-là. Enfin, ils les écoutent toujours, hein, mais mon père adore France Culture. Pour lui, il n'y a rien de mieux. Il nous a toujours bassiné avec France Culture. On en avait marre, hein. Moi, c'est limite, je voulais plus écouter France Culture parce qu'il m'en parlait trop, quoi. J'étais là, arrête. Et donc, il écoutait France Culture et je me suis dit, mais ouais, la radio, c'est trop bien. Je veux faire de la radio et tout. Et du coup, mais je sais plus si c'était en troisième ou en seconde, je me suis dit, je vais faire un stage en radio, comme ça, pendant les vacances. Et j'ai trouvé une petite radio à côté de chez moi, enfin pas très loin. Je les ai appelés, ils m'ont dit ouais, pas de souci, on vous prend en stage 3-4 jours. Je dis bon, ok, j'arrive et tout. Donc j'ai fait un stage à la radio. Je suis passée en direct, j'ai enregistré mes sons et tout. Ils m'ont appris comment on faisait un peu du montage et tout. Je me suis dit, mais c'est génial en fait. C'est génial, je veux faire ça, je veux écrire des sujets, je veux faire de la radio, je veux informer. Enfin, il n'y a rien de mieux, je trouve, informer la population de ce qui se passe, tu vois. C'est tellement être près des choses, mais tellement être. Enfin, tu vois, faut quand même avoir un recul ultra. C'est sensible comme truc, tu vois, mais du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire ça, quoi. Parce que j'ai jamais eu trop d'idées concrètes de ce que je voulais faire avant. Je voulais faire un truc qui touchait au social, tu vois, je voulais pas rester derrière un bureau, tu vois, c'était pas. Être enfermé, c'était pas mon truc. Et au final, dans le journalisme, j'ai trouvé pas mal de choses qui correspondaient à mes attentes et à ce que je voulais faire plus tard. Il y avait aussi tout le côté un peu débrouillard, tu vois. Moi, je veux le journaliste un peu, ouais, aller sur les lieux, voir ça et tout, comment ça se passe, faire un rapport et tout le côté un peu littéraire quand même, tu vois, savoir écrire, savoir parler, ça c'est des trucs qui m'ont toujours attiré. Et au final, ça a fait ça a tout englobé et au milieu, il y a eu le mot journalisme qui est sorti et je me suis dit, bon, go, c'est parti. Ouais. Et du coup, t'es parti de chez toi. Enfin, du coup, si j'ai bien compris, Quimper, c'était pas exactement chez toi, mais bon, t'as vu une certaine proximité quand même qui faisait que tu pouvais rentrer.
Ouais. Et du coup, là, t'as sauté le pas et t'es parti à Vichy. Le fait de quitter tes parents, c'était comment? Et puis de tes sœurs aussi, du coup. Alors, du coup, j'avais déjà fait un peu cette rupture l'année dernière parce que Quimper, bah non, c'est Sud Finistère. Moi, je suis dans le Nord. Et je prenais le car pour rentrer. Donc, c'était 2 heures de car. Normalement, c'est 1h10 de voiture. Donc, non, c'est pas loin. Et j'étais obligée de rentrer les week-ends de toute façon parce que j'étais en internat et l'internat fermait le week-end. Donc, j'étais obligée de rentrer. Et donc, j'avais déjà un peu fait cette rupture-là. Et ça a été plus compliqué l'année dernière que cette année en fait. Parce que l'année dernière, je quittais vraiment ma famille pour en retrouver une autre. Je sais pas si tu vois. Et j'étais très 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 proche de mon père. De ma mère aussi, hein, mais plus de mon père qui, il a que des filles, mon père, tu vois, donc il est un peu tu sais, il aime bien, il est un peu roi et tout. mais, euh, ouais, du coup, j'étais très très proche de mon père. Et mais vraiment quoi, on passait nos week-ends ensemble quoi, on allait là parce que mes sœurs ont, tu sais, ont très vite ouais mon papa il est chiant, il fait tout le temps qu'on est dans les magasins de bricolage, c'est vraiment typique du père tu sais. Surtout que mon père vraiment il y va mais pour rien acheter quoi, donc c'est vraiment très chiant. Donc on fait le tour des rayons, oh un tournevis taille machin, oh un tournevis oh super chiant. Et au final bah moi j'ai trop adoré les trucs comme ça avec mon père, donc j'ai passé vraiment tous mes samedis entiers. On allait dans les friperies, on allait après dans les magasins de bricolage, puis dans les... Je sais pas si tu connais un Nose, tu vois, le magasin Nose. Bah, on en a plein en Bretagne, parce que ça vient de Bretagne. Et du coup, on passait vraiment nos après-midi dans des trucs comme ça, mais tu vois, sans rien acheter, mais juste en se promenant. Et puis vraiment, on le faisait vraiment tous les samedis, quoi. Donc quand j'ai quitté ma famille, mon père a très mal pris. Je me souviens quand je suis partie à Quimper le jour de la rentrée, c'est moi qui conduisais pour aller jusqu'à Quimper et il était là en train de pleurer à ma fenêtre. Il était là, oui monsieur m'appellera tous les soirs et tout, c'est trop mignon. J'étais là, oui papa, je l'ai fait, je les ai appelés tous les soirs pendant un petit moment. Après c'était plus trop possible avec le travail et tout, mais quand je les appelais, je restais 2 heures avec eux au téléphone quoi, pour rien se dire au final parce que bon, j'étais pas loin quoi, donc je savais à peu près ce qui se passait. Mais la rupture a été plus compliquée avec mon père parce que ça, on était très très proches. Et en fait, quand je suis. Donc le week-end, enfin non, n'importe quoi, l'été avant de quitter, donc avant d'aller à Quimper, j'ai rencontré mon copain. Donc j'ai fait un peu une rupture globale. Donc j'ai coupé. Donc avec ma famille parce que j'ai déménagé, je suis partie à Quimper et je passais beaucoup moins de temps avec eux aussi parce que je passais plus de temps avec mon copain, ce qui est normal. Mais du coup, mon père, il a trouvé la rupture trop rapide, je pense, ou trop radicale. Et du coup, je le voyais très, très attristé par le fait que je grandissais, quoi. J'avais un copain, je sortais bien plus avec mes copines, enfin avec mes copines, mes amis. Quand je rentrais le week-end, j'allais boire des verres. Et j'avais beaucoup moins cette relation d'exclusivité que j'avais avec mon père auparavant. Et du coup, ça a été plus compliqué avec mon père. Bah, après, vu que je rentrais les week-ends avec mes sœurs, bah, je suis bien plus sortie avec mes sœurs quand j'étais en prépa qu'avant. C'est, c'est un peu paradoxal, mais je suis beaucoup sortie quand j'étais en prépa. Parce que je pense que c'est important de sortir quand on est en prépa, de se vider la tête et de sortir un peu du travail, quoi. Et donc j'allais en boîte avec mes sœurs, quoi. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a rien de mieux, je trouve. Donc avec mes sœurs, ça allait. Avec ma mère aussi, il n'y a pas eu de souci, parce que du coup, je l'avais au téléphone tous les soirs aussi, en même temps que d'appeler chez moi. Et au final, bah, la rupture a été plus douce, mais j'avais déjà un avant-goût de la rupture, tu vois. Alors en arrivant ici, je pense que ça aurait été bien plus compliqué si j'avais été seule, mais vu que je suis descendue avec mon copain, bah la rupture s'est faite presque naturellement, tu vois. Donc j'appelle toujours mes parents assez régulièrement. Beaucoup moins qu'avant, beaucoup moins que quand j'étais à Quimper, parce que bah, à Quimper j'étais seule au début, donc je les appelais plus. Maintenant je suis avec mon copain, donc on s'organise pour que lui appelle sa mère quand moi j'appelle mes parents, tu vois. On est là, bon, un 2 3 on appelle. Tu vois. Et donc la rupture est moins crue qu'elle n'a été l'année dernière. Mais il me manque terriblement, quoi. Bon, je suis pas rentrée là pendant les vacances de Toussaint, je suis restée ici parce que du coup mon copain avait trouvé du travail, donc je l'ai pas laissé seul ici alors qu'il m'a suivi jusque là en mode t'as trouvé du travail, tu te débrouilles, tu vois. Donc vraiment je suis restée là. Mes parents du coup sont descendus, ils sont venus me voir, mais j'étais très contente de les voir, mais
Voilà, mais ce dont j'ai peur, par contre, c'est quand je vais retourner en Bretagne, tu vois, si je reviens à revivre avec mes parents, c'est de me réhabituer à ce rythme-là, parce que maintenant, moi, j'ai mon rythme de vie de couple, de vie seule, comme on en parlait en off, hein. Je fais de la purée de potimarron maintenant, quoi. Donc maintenant, il faut se réhabituer, enfin, c'est des trucs cons, mais se réhabituer aux quantités, faire à manger, parce que je faisais beaucoup à manger chez moi quand j'étais en terminale, enfin, quand j'étais au lycée, et même l'année dernière, je rentrais les week-ends, à peine j'étais rentrée, j'étais là en train de faire des hamburgers, des trucs comme ça, tu vois, je faisais beaucoup à manger. Et sauf que là, c'est plus faire à manger pour deux, c'est faire à manger pour 7, 8, voire 9 quand on ramène tous nos copains, copines à la maison, quoi. Donc, c'est se réhabituer au rythme de chacun, aux heures de lever, aux heures de coucher. Enfin, tu vois, c'est des trucs cons, hein, mais... C'est sûr, en fait, quand tu pars, c'est là que tu te rends compte que le rythme que tu avais avec tes parents et ta famille en général, c'était pas ton rythme à toi, en fait. C'est genre un rythme que tu as toujours vécu, du coup, ça allait. Mais en fait, il y a plein de trucs. Genre, moi, je me rends compte, je mange quand j'ai faim, mais genre à 18h, tu vois. Je rentre des cours, je mange, je suis là. C'est bon, enfin c'est cool. Et après je mange plus, parce que j'ai plus faim. Alors qu'avant, je mangeais du coup quand je rentrais, en mode j'ai faim, donc je mange. Et après je remangeais. Et je mangeais 4 fois plus que ce que j'avais faim en fait. Mais c'est hyper important, je trouve, de en fait se connecter avec toi-même. Tout con, exactement. mais trouver ton propre rythme en fait, voilà, et ta propre vie en fait, c'est ça c'est vraiment pour moi c'était vraiment un nouveau départ, vie chez soi, c'était un peu ma nouvelle vie, et ça prend effet dans tout, dans plein de trucs comme ça, tu vois, trouver son rythme, manger à des heures, moi avec mon copain on mange à 21h30, ou alors je l'attends pour manger quand il rentre du boulot vers 23h30, tu vois, donc c'est vraiment des heures, chez moi on mange à 19h30 quoi, donc je suis là, des fois je pense à ma mère est quand mon père était en déplacement l'année dernière, enfin quand j'étais au lycée, ma mère à 20h15 on était au lit, mais c'était vraiment un truc 20h15, on avait fermé les volets, fermé les portes, les chiens étaient sortis et elle était là, je la revoyais, elle était trop mignonne, elle était là en chemise de nuit, ah il est 20h15 on peut aller se coucher, j'étais là, et là moi 20h15 je suis en train de travailler quoi, tu vois, enfin, c'est des rythmes complètement différents, mais après c'est comme chacun est quoi. Ouais. Ça s'est passé comment pour toi, le passage de l'enfance à l'adolescence ? Alors, le passage de l'enfance à l'adolescence. Écoute, le fait d'avoir des grandes sœurs âgées, voire bien plus âgées que toi, enfin bien plus âgées, j'abuse, d'avoir des vieilles sœurs, je rigole. Non, ça aide beaucoup parce que du coup, ça fait que le passage est très doux et très simple. Franchement, moi, je l'ai pas du tout. Même, je dirais, je l'ai pas trop senti, tu vois, la puberté et tout, mais c'est des trucs que j'avais déjà vus, tu vois, pour de vrai, pas à la télé, tu vois, pour de vrai, chez moi, des trucs comme avoir ses règles, avoir des seins qui poussent, c'est des trucs cons, hein, mais quand ça t'arrive à toi, t'es oh, alors que moi, j'avais vu mes sœurs auparavant, et je me dis, bon, c'est comme ça que ça se passe, je sais comment ça va arriver, et ça s'est très bien passé, et avec une grande fluidité. Ouais. Et même dans le rapport aux autres, parce que c'est genre en fait c'est un truc que je me rends compte énormément en ce moment, c'est que une fille à partir du moment où elle est pubère, elle est très vite sexualisée, et c'est un truc dont je prends conscience et je suis là, ah ouais, mais c'est dingue quoi, et ça doit être vraiment dur, je pense. Du coup, on est beaucoup de filles dans ma maison, et du coup on a toutes des caractères très différents et des modes de... Enfin, il y en a qui sont très féminines, il y en a qui sont plus garçons manqués, tu vois. Donc, il y a vraiment de tout dans ma famille, vraiment de tout. Donc, ça aide vachement à ça, je pense. Et on a une maman géniale aussi, donc, qui fait attention à nous et qui fait attention à ce que... qui nous a souvent dit... souvent mis en garde envers ça, tu vois, envers la sexualisation de la fille, de la femme. Et ça, je pense que ça nous a vraiment toutes aidées, tu vois. Et on a vraiment eu un regard bienveillant vers ça. Et ce qui a fait qu'encore la transition, moi je l'ai pas. Je sais pas, quand tu me parles, toi, j'ai l'impression d'idéaliser un peu tout. Je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé ou si c'est moi qui idéalise post-vécu. Mais pour moi, ça a été. On n'a pas été sexualisé, on n'a pas senti tu vois, on n'a pas senti ça. Mais c'est vrai qu'avec du recul, là maintenant, moi je vois, par exemple, je vois mes petites sœurs, tu vois, elles sont encore jeunes, la plus jeune elle a 11 ans,
J'ai peur pour elle, tu vois. Donc j'imagine un peu comment mes sœurs ont pu avoir peur pour moi ou pour mes autres sœurs, tu vois. Et du coup, je pense que le fait que ça fait un peu un effet d'escalier. La plus grande s'inquiète pour celle d'après, etc. Et du coup, je pense que ça aide dans la manière où on fait attention à celle qui vient après nous et on lui prodigue un peu nos meilleurs conseils pour pas qu'elle se fasse, tu vois, le par exemple, un exemple con, hein, mais ma petite sœur est très peu pudique. Donc, elle est venue chez moi pendant les vacances, là, avec mes parents. Et elle était là, elle a enlevé son t-shirt, elle était là, regarde, mes seins ont poussé, alors que pas du tout. Elle était là, mes seins ont poussé, j'étais là, oui, oui, oui. Mais tu vois, je sais pas, moi, s'il faut que je lui apprenne à dire non, montre pas tes seins à tout le monde, ou si je dois plutôt lui apprendre dans cette optique où la femme est libre de faire ce qu'elle veut, oui, c'est bien, tes seins ont poussé, tu peux être fière, tu vois, ça c'est un truc, j'ai encore du mal, je sais pas si je réponds vraiment à ta question, Si, si. mais c'est encore, moi je suis très féministe, hein, vraiment, le fait d'avoir grandi dans une famille où il y a que des filles, ça aide beaucoup aussi, je pense, et j'essaye de voir la femme de la plus belle des manières qu'il soit. Mais il y a des trucs comme ça encore, quand ça me touche, moi personnellement, je sais pas encore comment réagir, tu vois, genre ça. Genre, je lui dis non, mais fais pas ça et tout, sois pudique, apprends la pudeur. Et après, je me suis réfléchie, je me suis posée dans mon lit, je me dis, mais est-ce que j'aurais dû lui dire ça? Est-ce que je devrais pas plutôt lui apprendre à. Tu vois, être fière de ce qu'elle a, être fière de son corps et tout. Et du coup, il y a des trucs comme ça où je sais pas encore si. Comment faut réagir. Mais c'est super dur, je pense, en fait, c'est une forme d'éducation, tu Mm, vois, et mm, de se mm. dire, est-ce qu'il faut que j'éduque les gens en fonction du monde dans lequel ils vivent Mm, mm, ou en mm. fonction du monde dans lequel j'ai envie qu'ils vivent, quoi. Et Exactement. c'est super dur parce que, ben, je comprends le réflexe de dire, non mais, écoute, on peut pas changer le monde il est Ouais. comme ça, tu t'adaptes au monde, c'est beaucoup plus simple, alors qu'en soi, vraiment, Faut le changer, le voilà, monde. ce Faut serait le sympa, changer. franchement, de passer à autre chose, quoi. Exactement. Donc je Ouais. pense que c'est vraiment dur et ça marche avec, tu vois, avec plein de trucs du féminisme, tu vois, et puis en fait des luttes contre les discriminations Mm, et mm, les mm. inégalités en général. En fait, tu te dis, alors en fait, je suis totalement d'accord avec cette idée, mais dans la pratique, c'est encore super dur à mettre en Exactement. place, quoi. Exactement. Parce que, Donc là, comment faut réagir, tu vois? Est-ce ouais, que. Ouais, c'est. Ça, je sais pas comment on le sait, comment on apprend, comment réagir à des trucs comme ça. J'avais un autre exemple là, mais qui m'a échappé. Mais il y a plein de trucs comme ça de la vie de tous les jours où moi je sais que mes sœurs m'auraient dit de faire ça comme ça, mais la société évolue, tu vois. mhm, Donc moi, j'apprends ça à mes petites sœurs, tu vois. ouais, Et ça, je me pose encore la question et je sais pas c'est dur. comment. Et puis en Ouais, plus, surtout, je trouve que on n'en parle pas à l'école, quoi. Tu vois, exactement. Ça, enfin, c'est c'est très des dur. trucs, on te laisse entrer dans la vie en disant, bah, démerde-toi. Ouais, on te laisse Vraiment, apprendre par toi-même, toutes en les fait. générations par avant ont appris par elles-mêmes. Parce que bon, la génération par l'avant, bah, il y en a. Ouais, S'il c'est y a cool. tant de mouvements, de changements et tout, c'est que peut-être que ça marchait pas tant que Mm, ça. mm, mm, mm. Donc, tu vois, c'est triste. Genre, tout con, euh, je trouve que les tabous sur le sexe dans l'éducation, ils sont ultra présents. Et c'est-à-dire que Ouais. même en cours d'SVT, quand tu vois que le tabou, il est ultra présent, alors que vraiment, enfin, il n'y a rien d'érotisé dans les cours d'SVT, quoi. Donc, à un moment, Loin de là. c'est très mécanique, tu vois. Et déjà, là, c'est compliqué. Et genre, tu vois, moi, j'attendais beaucoup du cours d'éducation sexuelle. Alors, enfin, genre, moi, j'ai découvert, du coup, le site Mademoiselle assez tôt, où j'ai Mm, mm. appris des trucs et tout. Et ne serait-ce que, enfin, en fait, t'as dédramatisé plein de choses et tout. Et j'attendais, du coup, le cours d'éducation sexuelle, comme ça. Ah, bon, on va voir comment ça se passe, hein. Allez. Et on a eu un mec qui, pendant 2 heures, nous a parlé de fidélité dans le couple. Ah, Et je me suis dit. Et donc, vraiment, et il s'est présenté, il nous a dit, ben ok, moi je travaille au planning familial, je travaille sur la fidélité dans le couple. Et j'étais là, mais quel est le rapport? Enfin, mm. yeah. Bah oui, Et oui. puis c'était un gars qui me disait, mais tu peux pas être pote avec des filles. Un mec peut pas être ami avec des filles, c'est pas possible. Et j'étais là, ah bon? Ouais, mais c'est. Toi frère, je t'en trouve 12 là, dans le Mm, lycée. mm. Et il était là, mais c'est pas possible. Il y a toujours une tension, un truc. Et j'étais là, comment tu veux partir dans la vie avec ça comme idée dans la Ouais. tête, quoi? Ouais, il y a des trucs qui comportent encore et qui sont très lourds
à apporter. Hein. Nous, je pense que notre génération, ça va, parce que du coup, avec les réseaux sociaux, tout ça, Ouais, on Internet, pour le coup, sait, ça a ce bon côté. Hein. tu vois, on a appris à se décentraliser de ce qu'on nous avait appris. Mm. Mais moi, c'est pour. Je pense que j'espère que ça se fera pareil avec les générations futures, mais j'espère que ça se fera différemment, dans le sens où j'espère que certaines normes rentreront dans l'éducation nationale, ou tu vois, des trucs comme ça, parce qu'il y a des trucs où on peut plus laisser faire comme ça, quoi. Enfin, c'est compliqué, hein, franchement. Et j'ai vraiment, du coup, pour ma petite sœur, vraiment, j'ai peur, quoi. J'espère que la vie la formera bien, et pas trop vite non plus, mais c'est ça, ce qui est scandaleux, c'est que tu dois un peu apprendre par toi-même, quoi. Ouais. Moi, soit tu apprends par toi-même, soit tu apprends en regardant des films, des machins, des trucs. Ouais, mais enfin, est-ce que finalement les représentations des Voilà, films. bon, tu vois, le film, la fille est très jolie, très élancée, elle fait un petit 34, elle est là. Ils vont peut-être après la dinde de Noël. Non, ça, en plus, dans la période des films de Noël, je me rends compte que l'image de la femme est très marrante, on va le dire ça comme Ouais, ça. bah ouais. Elle atteint son copain qui est sous le sapin. Non, mais t'es là, c'est mignon, hein, mais voilà, c'est pas la vie, quoi. C'est pas la vie. Une représentation parmi d'autres, quoi. Exactement. Ça va pas être la seule représentation, parce que pour le coup, le film de Noël, C'est c'est marrant. Bouffer des trucs genre The Holiday ou Ouais. waouh, trop bien. Blonde, je fais du 32. J'ai les yeux bleus et j'adore me chausser en talons hauts. Hein. Voilà. Non, Et mais- puis, faire des footings en le boutin, tout le monde sait que c'est vraiment le confort. Ah, mais non, j'en peux plus. Non, mais vraiment, il y a des trucs, c'est. Waouh, mais pourquoi on a encore ça dans les films? Pourquoi on a encore des. Et pourtant, j'espère, enfin, je pense et je trouve qu'il y a des tonnes de mouvements qui essaient de repousser les limites instaurées par la société. Mais je me demande, mais pourquoi ça va pas plus vite, quoi? Pourquoi on est obligé, déjà, pourquoi on est obligé de faire ça? Pourquoi on est obligé de manifester devant, devant des salles de cinéma? Pourquoi on est obligé de manifester dans les rues pour marcher pour l'égalité? Pourquoi? Tu vois, pourquoi faire des trucs comme ça? Je comprends pas qu'en 2019, 2020, bientôt, on soit encore obligé de faire ça, quoi. Mais pour moi, c'est des trucs qui devraient dater d'avant-guerre, quoi. Mais non, on est en 2020, on est encore obligé de faire ça, quoi. Ouais, et puis en plus, je trouve que c'est encore plus compliqué aujourd'hui, dans le sens où, en fait, avant, c'était des droits qui étaient très tangibles et très matériels, en fait. Ouais. Le droit de vote, Ça, c'est le vrai. droit d'avoir un compte en banque et tout. Alors qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont beaucoup plus Exactement, ouais, je vois ce que tu veux dire. tu vois, internalisées, tu vois, ne serait-ce que, c'était cool, enfin, c'était cool. Le mouvement MeToo, il était hyper intéressant dans le sens où ça remettait au centre de l'attention la notion de consentement. Et j'écoutais une interview de Marion Séclin une fois qui disait mais il y a tant de mecs qui ont mal pris le mouvement MeToo parce que il y en a plein qui se sont rendus compte qu'ils ont fait des trucs qui s'appellent un viol en fait. Exactement. Mais Et, exactement. et ça, mais même en tant que mec, on te dit jamais. Puis on te dit l'inverse. Tu dis, t'as des pulsions. La femme, elle est dans sa tête. Dans sa tête, c'est compliqué en plus. Très très compliqué la femme. Donc toi, t'es simple. Voilà. Et c'est fou quoi. Que qu'on change pas ça. Et puis, en fait, l'éducation sexuelle, c'est à ça qu'elle sert. C'est pas à expliquer la pratique du sexe, expliquer tout ce qu'il y a autour aussi quoi. Enfin, il n'y a pas que ça. Et expliquer, tout con, la notion de consentement. Et puis on peut commencer à l'enseigner très tôt quoi. C'est ça, c'est un truc dès la maternelle, tu peux commencer à dire en fait si quelqu'un veut quelque chose, il te dit oui, sinon Exactement, c'est pas oui. exactement. Mais je pense à la chanson d'Angèle là. Alors j'ai vu une émission, je crois que c'était un truc de merde comme TPMP, un truc comme ça. Je sais pas, c'est passé sur Insta ou je sais plus où il y avait, je crois que c'était Mathieu Delormeau qui disait ouais, de toute façon moi j'aime pas Angèle, j'aime pas sa chanson MeToo. Non, c'était quoi, Balance ton porc, Balance ton quoi. Moi j'aime pas cette chanson là parce que on nous prend vraiment pour des cons. Quand une fille dit oui, c'est oui. Quand une fille dit non, c'est non. Je fais attends, si pour qu'à un moment donné la chanson elle soit pensée, pour qu'à un moment donné il y ait des mouvements, balance ton porc, balance ton machin qui soient créés, c'est qu'il y a vraiment un problème à bout d'un moment, tu vois. Certes, faut pas en faire une généralité, mais il y en a énormément qui, même des trucs cons quoi. Un mec qui frotte en boîte,
ça va pas. Un mec qui te fout une main au cul, ça va pas. Un mec qui te force à t'embrasser, ça va pas. Enfin, il y a plein de trucs. Un mec qui te touche alors que tu veux pas, ça va pas. Tu vois, il y a plein de trucs qui. Et ça, il y a plein de mecs qui le font, mais je pense qu'il y en a sans mauvaise intention, mais il y en a avec des grosses derrière, quoi. Donc on peut pas reprocher à une artiste de faire une chanson et d'en faire quelque chose de général parce que monsieur ne l'a pas fait, alors que ça se trouve, il l'a fait, tu vois. Parce que c'est des trucs qui touchent tout le monde et c'est des trucs, je pense que. Beaucoup de garçons, comme tu disais, se sont rendus compte que avec le mouvement MeToo, ce qu'ils avaient fait, c'était pas Jojo, quoi. C'était pas du tout beau, tout rose, quoi. Donc je pense qu'il y a un réel problème à ce niveau-là et qu'il faut très vite régler. Après, je ne sais pas comment, je ne sais pas par quoi, mais il faut vraiment trouver une solution, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis, enfin, t'expliquer à tout le monde, quoi. Parce que c'est vrai que pour le coup, je pense que le mouvement féministe, il englobe tous les hommes aussi, quoi. Parce que, tous les hommes souffrent aussi du patriarcat, quoi. Quand tu vois que les hommes sont les personnes qui se suicident le plus et tout, mais c'est qu'en fait, quand tu parles, t'es une tapette, quoi. Exactement. Et c'est ouf, quoi, parce que en fait, parler, c'est genre 75% du travail d'une thérapie, quoi, qui est fait juste, en fait, pour faire en sorte que tu ailles mieux dans ta tête. Et ça, t'as pas le droit. Donc, c'est sûr. En fait, expliquer que si on est égaux, c'est pour tout, en fait. Genre... Tout. Exactement. Et c'est ça c'est le tout qui est compliqué, je pense, à comprendre pour certaines personnes, quoi. Mais je reviens pas qu'en 2020, on soit pas encore sur le même pied d'égalité, quoi. C'est scandaleux. Et c'est ça, t'as envie de révolutionner le monde, mais tu te dis qu'à ta petite échelle... Et c'est hyper frustrant parce que tu te dis, je peux rien faire, quoi. Exactement. En vrai, c'est... Je sais même pas comment on pourrait changer les choses, en fait, tu vois. Ça devient compliqué, quoi. Et t'en viens presque à te dire, bon, on va vivre comme ça toute notre vie, quoi. Mais ça fait peur, quoi, vraiment. Tu te dis, bon, quand je vais travailler autant de temps que monsieur, je gagnerai moins et tout, mais... What, quoi. Mais c'est scandaleux, franchement, c'est... Ouais. C'est quand, toi, que t'as mis... que tu t'es donné l'étiquette féministe ? Alors franchement, il y a longtemps, je dirais il y a longtemps. Je sais pas, je saurais pas te dire à un moment précis, mais tu vois, je pensais être féministe en rentrant en prépa et j'ai rencontré des personnes vraiment fabuleuses, mais qui, elles, tu vois, je me disais, oui, la lutte pour les égalités, la lutte reconnaissance, machin, tu vois, j'étais là, wouhou, yes, tu vois. Mais j'ai rencontré deux filles, notamment, qui étaient vraiment... elles avaient une vision du féminisme, mais elles m'ont appris plein de trucs, en fait, que moi, je savais pas, tu vois. Enfin, j'ai pas d'exemple précis, là, mais plein de choses englobant le féminisme, de petits trucs que tu te dis, ça passe, mais en fait, non. Enfin, tu vois, elles avaient vraiment matière à parler sur ce sujet, et elles étaient super intéressantes, on en a parlé, mais des heures dans les chambres, tu vois, on parlait de féminisme avec certains gars de ma classe, c'était rare parce que les gars en général, quand ça parle de féminisme, ça les concerne pas. Enfin, à un autre âge, je parle, tu vois. Enfin, j'en ai rencontré très peu. Les gars de notre génération ont du mal je trouve qu'ils ont du mal à s'approprier le fait que, voilà, comme tu disais, le féminisme, ça touche tout le monde. Et du coup, on en parlait avec les gars de notre classe l'année dernière et ils m'ont appris des tonnes de choses, quoi. Et du coup, c'est à l'issue de ces discussions, des mouvements de pensée qu'on pouvait avoir chacun, que là, je me suis dit, là, je suis vraiment féministe, tu vois. Là, je suis une vraie féministe. Et encore féministe, je trouve ça un peu... Vraiment, je te le dis, je trouve ça scandaleux qu'on doive se dire je suis féministe, comme je trouve ça scandaleux qu'on doive mettre un mot sur... qu'on doit faire un coming out quand on est homosexuel. Non, en fait, c'est des trucs qui doivent être normaux, en fait. Devoir faire un coming out quand t'es homosexuel, mais t'as l'impression que tu dois annoncer ta démission quand t'es président, quoi. C'est quoi ça, je te jure. Enfin, tu le ferais pas si t'étais hétéro. Enfin, je mets ça sur le... Je sais pas si je devrais, mais je mets ça sur le même pied pour le féminisme, et je trouve ça scandaleux de mais si, en fait, c'est triste de mettre des mots, tu vois. Exactement. Genre, une fois, j'avais entendu, je sais plus où, mais genre... Faut pas dire je suis féministe, faut dire les autres sont sexistes, en fait. Parce que le féminisme, c'est juste la normalité, finalement. Enfin... Exactement. Mais qu'est-ce qui est normal, Sofiane? Non, mais ça devrait être la base de tout, oui, en fait. Exactement. Enfin, genre juste l'égalité, tu vois. Et c'est triste de dire ouais, je suis féministe. Et en plus, t'as des gens qui vont dire oui, mais au fond, le mot est pas bon. Et t'es en mode frère, vraiment, c'est un mot, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, non. Les mots ont des importances, mais
vraiment, il vient pas de nulle part ce mot non plus, donc. Exactement. Bah là, je pense qu'il a une grosse connotation, enfin une grosse importance en ce moment. Et bah, du coup, je me considère vraie féministe depuis l'année dernière. Enfin, j'ai une plus grande ouverture d'esprit et une large vision sur les choses que je n'avais pas avant et qui me permettent de me dire vraiment que je suis féministe. Ouais. Si tu rentres dans une pièce et il y a en face de toi la petite Jade de 4 ans qui attend que ses 2 petites sœurs reviennent dans les bras de ses parents, tu lui donnerais quoi comme conseil pour la vie? Je dirais vie, franchement, n'aie pas peur. Tu vas t'éclater. Et je dirais pas, ouais, fais pas ça, parce que c'est ce qui forme, c'est ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc je dirais juste, te prends moins la tête par contre, sois moins rancunière et sois moins hargneuse dans la vie en général, et fonce et tu vas voir que la vie peut être belle. Est-ce qu'il y a une œuvre ou une quelconque création qui te rappelle ça, de vivre pleinement? C'est compliqué ta question là. Une œuvre, une quelconque création. Un truc, quand tu le vois, tu l'entends, n'importe quoi. Même ça peut être un objet ou n'importe quoi. Quand rentres en contact avec lui, tu te dis ok, il faut que je vive pleinement ma vie. Objet, œuvre, là j'en ai pas, franchement, je pourrais pas te dire. Mais des fois j'ai des flashbacks ou enfin, des grosses révélations. En mode, par exemple, hier soir, je suis allée voir le film La nuit de l'orangerie, là. Et pendant le film, je me suis dit, mais waouh! Enfin, je sais que je veux voyager et tout. Enfin, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents, on a fait beaucoup de voyages, tout ça. Et je me suis dit, mais je veux continuer à vivre, je veux continuer à voyager, quoi, parce que le gars, il allait en Algérie et tout, enfin, il retournait dans sa famille. Le film était très beau d'ailleurs. Et des fois, comme ça, tu vois, en regardant des trucs, tu vois, donc là, pour le coup, c'était une œuvre que je regardais et qui m'a fait un gros truc, comme un coup dans l'estomac ou même dans le cœur. Je me dis, mais ouais, je veux voyager. Limite, j'étais prête à rentrer chez moi, à m'acheter un billet d'avion. J'étais là, vas-y, trouve une destination et tout. Et il y a des situations comme ça où j'ai comme des flashs et des révélations où je me dis, ouais, ça m'arrive souvent même pour travailler. Enfin, l'autre jour, je sais plus ce que je faisais, mais c'est vrai que c'est souvent en écoutant de la musique c'est vrai que après j'ai pas de musique particulière, mais je me dis je veux faire ça, je veux me mettre à travailler sérieusement, donc je prends mon ordi, je me mets à écrire des trucs, tu vois. Hier j'écoutais Blue Lights de Georgia Smith et je me dis je veux courir. Alors du coup je me suis mise en tête que je voulais aller courir. Alors moi courir, tu me vois courir, non, moi non plus. Et j'écoutais ça, je me dis ce serait trop bien ça, en train de courir sous les lumières bleues. Non, j'étais là, waouh, philosophe. Non mais et du coup je me suis mise en tête que je voulais aller courir. Enfin, il y a pas mal de trucs comme ça, mais c'est souvent en écoutant la musique qui me faut me remettre en question et qui me redonne un regain d'énergie et qui me disent je veux faire ça, je veux aller là, et qui me donne vraiment envie de faire des choses. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi, c'était super agréable. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. En attendant le prochain épisode, je t'invite à venir suivre Le Canap sur Instagram, sur YouTube, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles il est disponible. Tes messages et tes suggestions sont les bienvenus et me font toujours très plaisir. En attendant le prochain épisode, prends soin de toi. À bientôt.